J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau débat en ligne co-organisé par Renaissance Numérique et Kaspersky à l'occasion du mois européen de la cybersécurité. Je suis Jennifer Chrétien, déléguée générale du think tank Renaissance Numérique. J'animerai la discussion ce matin. Depuis que nous préparons cette discussion, nous avons pu constater à quel point la question du chiffrement est au cœur de l'actualité et un objet de tension. Outil de sécurisation de nos systèmes d'information, protecteur de nos droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté d'expression et le droit à la vie privée, le chiffrement est un outil essentiel de notre démocratie et de notre économie. Alors aujourd'hui, il est confronté à deux grands enjeux. Celui de son adaptation aux évolutions technologiques, à l'instar de l'informatique quantique, et celui dont nous débattrons plus précisément ce matin, du besoin d'enquête des pouvoirs judiciaires et policiers pour lutter contre les organisations criminelles. Alors pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Reina Stamboliska, experte en cybersécurité et auteure de La face cachée d'Internet, le colonel Pierre-Yves Cagnotti, directeur de la stratégie, de la prospective et des partenariats du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, Renaud Lifshitz, directeur scientifique de Holyséum, et Étienne Drouard, avocat associé chez Hogan Lovells et administrateur de Renaissance Numérique. Avant de rentrer dans le débat, quelques rappels élémentaires désormais bien connus sur la tenue des événements en ligne. Donc, merci aux participants d'éteindre votre caméra et votre micro. Vous pourrez poser vos questions tout au long du débat sur le chat et je ne manquerai pas de les relayer. Et merci également aux panélistes d'éteindre votre micro quand vous ne prenez pas la parole, pour le droit de tout le monde. Alors, peut-être avant de rentrer directement dans le débat, Renaud, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste le chiffrement ? Quels sont ses usages, ses techniques, ses perspectives d'avenir? Oui, bonjour à tous. Alors, le chiffrement, ça consiste à obscurcir une information de manière à ce que cette information ne soit disponible que pour l'émetteur et les destinataires légitimes du message, de manière à garantir la confidentialité des échanges. Donc, typiquement, dans une communication par email, de personne à personne, il n'y a que deux personnes, l'auteur et le récepteur du message, qui pourront déchiffrer le message et avoir connaissance de l'information. Mais si quelqu'un intercepte, si un tiers intercepte le message, a priori, il n'est pas possible de déchiffrer ce message. Le chiffrement peut être utilisé ce qu'on appelle en transit, donc pendant que l'information se déplace sur le réseau, ou lorsque l'information est stockée sur les serveurs, de manière à protéger l'information quand elle est au repos, de manière à ce que des tiers ne puissent pas avoir accès à cette information. Grosso modo, il y a deux familles de chiffrement. Du chiffrement symétrique, dans lequel il faut avoir la même clé pour chiffrer et déchiffrer le message, et un chiffrement asymétrique dans lequel on a deux clés différentes, une qui va servir à chiffrer et l'autre qui va servir à déchiffrer, sachant que ce biclé peut aussi servir à signer et à vérifier aussi une signature électronique. Voilà. Alors, comme c'est un petit peu contraignant de se partager une clé, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange le chiffrement asymétrique de manière à échanger une clé qui est générée dynamiquement. Puis après, on utilise du chiffrement symétrique de manière à utiliser cette clé pour faire du chiffrement. Et donc, assez généralement, on utilise ce qu'on appelle du chiffrement hybride, donc qui commence par un échange de clés asymétrique, puis par du chiffrement symétrique. Voilà un petit peu pour le b.a.-ba du chiffrement. Sur les perspectives d'avenir, on sait évidemment que l'informatique fait pas mal de bons technologiques. La puissance de calcul augmente régulièrement, ce qu'on a appelé la loi de Moore, qui sont de moins en moins vérifiées, mais on a usage de dire que la puissance informatique double tous les 18 mois. Donc, évidemment, pour maintenir à niveau cette sécurité et donc cette confiance dans les échanges, il faut régulièrement augmenter les tailles de clés de manière à ce que la puissance de calcul ne vienne pas menacer ces clés, puisqu'il est possible avec des ordinateurs donc de faire des attaques par force brute et de tester la plupart des clés, voire toutes les clés, de manière à casser
le chiffrement d'un message. Mais on commence à bien appréhender maintenant en fait cette difficulté à casser les messages par force brute. Donc c'est plus réellement un problème maintenant. Généralement, les problèmes se situent davantage plutôt dans les algorithmes utilisés et dans les implémentations des algorithmes utilisés que dans la taille de clé, ce qui est relativement bien maîtrisé maintenant. Et puis on parle beaucoup du quantique. Le quantique, qui est une nouvelle technologie qui permet de faire de l'analyse en parallèle de différentes combinatoires et donc d'explorer beaucoup plus rapidement, par exemple, l'ensemble des clés possibles dans un espace de clés et donc possiblement de casser un message beaucoup plus rapidement que des systèmes traditionnels qui les examineraient une par une. Donc, l'ordinateur quantique, on sait qu'il fonctionne au moins à petite échelle, mais pour l'instant, pas à des échelles suffisantes pour en faire une arme qui menacerait directement la cryptographie. Les experts parlent de 10 à 20 ans avant qu'on puisse avoir des applications concrètes pour casser du chiffrement, et peut-être 20 à 30 ans avant de casser le chiffrement le plus, on va dire, le plus fort qu'il existe à l'heure actuelle. Hein. Donc, c'est quelque chose auquel il va falloir se préparer, qu'il va falloir anticiper, notamment parce que des informations d'aujourd'hui peuvent avoir de la valeur dans 10 ou 15 ans, peuvent encore avoir de la valeur. Donc, à ce titre-là, il faut commencer à protéger les informations sensibles avec des algorithmes, ce qu'on appelle post-quantiques peut-être, et entamer progressivement une transition vers ces algorithmes qui protègent un petit peu mieux la donnée et qui sont prêts à être, on va dire, totalement protégés contre les attaques quantiques. Merci Renaud. Alors, des autorités envisagent d'imposer l'instauration de portes dérobées ou backdoors sur les services et outils qui utilisent le chiffrement pour pouvoir enquêter. En quoi consistent ces backdoors et quel regard portez-vous sur cette solution? Est-elle pertinente? Alors, les backdoors, en français, il s'agit de portes dérobées. Et comme son nom l'indique, donc, il s'agit d'insérer une porte dans un dispositif et que les autorités puissent éventuellement se servir de cette porte, donc ouvrir cette porte de manière à pouvoir observer les échanges quand il y a besoin simplement de renseignements sur la nature de ces échanges. Alors, ces portes-là peuvent être au niveau des algorithmes. On peut introduire des failles dans les algorithmes de chiffrement de manière à pouvoir affaiblir le chiffrement et donc pouvoir déchiffrer les messages plus facilement, ou peuvent être au niveau des infrastructures informatiques, hein, donc des serveurs et des réseaux, sur lesquels on place des équipements intermédiaires qui font du déchiffrement et du rechiffrement éventuellement, de manière à temporairement intercepter un message lorsqu'il est en transit, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les deux familles de portes dérobées possibles. Alors, comme beaucoup d'experts en cybersécurité, en fait, je vais avoir une position assez classique et assez conventionnelle. Évidemment, je suis totalement contre ces portes dérobées. Pourquoi? Parce que notre modèle sociétal et notre modèle économique, en fait, repose sur la confiance. Hein. Toutes les relations de société et toutes les relations économiques reposent sur la confiance. Et si on fragilise cette confiance, autrement dit, on éclate toutes les relations de société, on éclate toutes les relations de commerce électronique, de confiance électronique. Et à partir du moment en fait où cette porte peut être accédée par quelqu'un, il suffit que le secret soit ébruité et vanté pour que la porte dérobée soit utilisée par n'importe qui d'autre, et en plus de manière totalement discrète, sans que les intervenants en fait sachent qu'ils sont espionnés non pas par une autorité, mais peut-être par un hacker ou par un gouvernement ennemi. Donc ça, c'est vraiment le débat, il se situe vraiment à ce niveau-là. Si on commence à introduire des portes dérobées dans des chiffrements, ces portes dérobées pourront aussi bien servir à des gens bien intentionnés qu'à des gens mal intentionnés.
Et ça serait assez dramatique en fait pour l'économie d'un pays que tous les secrets de propriété intellectuelle, tous les secrets bancaires soient espionnés par une puissance ennemie et que qu'il n'y ait plus de secrets, plus d'économie, plus de secrets possibles au sein de l'État et que tout soit ébruité, éventé par les ennemis de la nation. Hein. Donc c'est un vrai souci. Donc cette position, elle est défendue par beaucoup d'experts en cybersécurité et elle est aussi défendue par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui considère aussi que les portes dérobées dans les systèmes affaiblissent donc la confiance numérique et donc sont dangereuses pour la démocratie et pour l'économie en général. Alors, quelles sont les solutions? Alors, les solutions, évidemment, elles ne sont pas forcément très simples, mais elles sont de plusieurs natures. Si on regarde un petit peu ce que font les États-Unis collectent énormément d'informations, y compris parmi des flux d'informations chiffrées. Et ce qui est souvent très intéressant, ce n'est pas exactement la nature des échanges, mais savoir qui communique avec qui, à quelle fréquence, à quelle période de la journée. Et donc, en fait, ce sont les métadonnées des échanges qui peuvent être très intéressantes pour savoir en fait de quoi est constitué un réseau, de qui est constitué un réseau. Est-ce que c'est un réseau dormant? Est-ce que c'est un réseau qui s'active après certains événements d'actualité ou lors je sais pas, de virements bancaires, par exemple, qui peuvent avoir lieu. Donc, l'analyse des métadonnées est très intéressante. Hein. Donc, même sans connaître la nature des messages qui sont échangés entre un groupe de personnes, connaître la fréquence de ces échanges, la constitution d'un réseau de personnes peut être extrêmement intéressant. Et les États-Unis sont passés un petit peu maîtres dans l'art d'analyser des métadonnées informatiques, hein, donc des connexions réseau qui s'établissent de serveur en client, de client en client, ce qui permet en fait ensuite de corréler des événements qui seraient liés à la communication entre deux personnes et un événement externe sur le long terme, hein, sur l'échelle de plusieurs semaines ou plusieurs mois, et donc de trouver potentiellement des réseaux qui seraient impliqués dans tel ou tel événement. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'analyse des métadonnées. C'est à mon avis quelque chose qui est encore sous-exploité et qui ne nécessite pas d'introduire des backdoors dans les systèmes de chiffrement. Autre chose qui est sous-exploité à mon sens, qui était bien utilisé il y a 20 ou 30 ans et qui est de moins en moins utilisé, c'est le renseignement humain. On a eu une fusion entre les renseignements généraux et la DST, hein, qui a donné lieu notamment à la DGSI. Et on a perdu un peu de renseignements de terrain. Hein, donc beaucoup de gens qui étaient dans le voisinage de suspects, en fait, qui faisaient du renseignement humain et de terrain, ont disparu. Hein, et maintenant sont dans des bureaux et font du renseignement purement informatique. Donc on a complètement délaissé le renseignement humain au profit d'un renseignement technique, en même temps que le chiffrement est monté peu à peu en usage. Et donc ça c'est assez dommage. Là encore, il y a d'autres États-nations qui misent beaucoup sur le renseignement humain. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a 10 à 15% de la population qui travaille directement pour des services de renseignement ou de police. Hein. Donc, c'est ce qui permet aussi de faire remonter des informations pertinentes à l'État. En l'occurrence, ce renseignement humain qu'on a beaucoup perdu en France. Voilà. Donc ça, c'est pour les solutions qui existent déjà. Donc l'analyse des métadonnées qu'il faudrait intensifier et le renseignement humain aussi qu'il faudrait ne pas négliger et peut-être remettre sur les rails. Et après, il y a des solutions techniques qui existent pour éviter à introduire des portes dérobées et donc à fragiliser le chiffrement et donc potentiellement exposer les communications à des ennemis. Il y a des techniques en fait d'auditabilité a posteriori qui existent. Par exemple, sur les monnaies électroniques, on a des monnaies électroniques qui sont dites anonymes, hein, comme Zcash,
mais qui sont totalement auditables a posteriori, c'est-à-dire que si l'inspecteur des impôts me demande quelle transaction monétaire j'ai fait sur cette monnaie qui est totalement confidentielle, bah, je peux a posteriori en fait justifier de mes échanges. Et de la même manière, en fait, il existe des systèmes auditables a posteriori, dits de rechiffrement, par exemple, dans lequel, si j'ai une enquête qui porte sur mes échanges électroniques qui étaient chiffrés, je peux dévoiler l'historique a posteriori de mes échanges avec mes relations, de manière à montrer que je suis de bonne foi. Typiquement, alors vous allez me dire, mais les gens qui sont de mauvaise foi vont pas exposer leur historique de conversation, effectivement, mais il serait possible du coup de rendre illégale en fait la non-communication des conventions de chiffrement, donc des clés de chiffrement, aux forces de l'ordre lors d'une enquête. Et à ce moment-là, on résout le problème de la backdoor, puisqu'on peut faire de l'auditabilité a posteriori sur les protocoles de chiffrement. Donc, ça sera juste imposer des standards aux fournisseurs de communication électronique, de messagerie électronique, de manière à introduire ces mécanismes d'auditabilité a posteriori qui ne nécessiteraient pas d'affaiblir le chiffrement, mais qui nécessiteraient juste une coopération a posteriori, donc d'un ou plusieurs des acteurs des échanges électroniques, et de rendre donc potentiellement délictuelle la non-fourniture de cette convention de déchiffrement. Voilà. Merci Renaud. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, je les remonterai à la fin du premier débat. Pierre-Yves, on parle beaucoup des besoins d'enquête depuis le début de cette table ronde. Peut-être pouvez-vous présenter votre commandement, sa mission et justement ce que sont ces besoins d'enquête? Merci Jennifer, bonjour à tous. Oui, effectivement, face aux cybermenaces et pour permettre à chacun d'évoluer en sécurité sur les réseaux de communication ou dans leur utilisation des technologies numériques de manière générale, la gendarmerie a créé le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Alors, plusieurs missions. Les militaires de ce commandement conduisent d'abord des actions de prévention au profit de publics ou d'acteurs plus particulièrement exposés. Ce sont des particuliers, jeunes comme moins jeunes, des entreprises, des collectivités territoriales de toute taille. Ces militaires dirigent également des investigations pour comprendre et pour peser sur la cybercriminalité et puis de manière générale aussi sur toute forme de délinquance qui utilise les technologies numériques à des fins malveillantes. Nos enquêteurs, nos experts sont ainsi en permanence sur la brèche, composant avec l'évolution des technologies numériques et l'évolution aussi des modes opératoires des délinquants, nécessitant ainsi un travail prospectif, et j'y reviendrai, permanent pour adapter notre dispositif. Et enfin, le ComCyberGend participe et contribue à différents travaux visant à aboutir à la rédaction de normes pour renforcer les moyens juridiques de lutte contre la cybercriminalité au niveau national comme à l'international. À l'international, je pense bien évidemment à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, avec un second protocole additionnel qui va arriver et qui vise à renforcer la coopération internationale sur ces sujets et les modalités de partage entre les forces de l'ordre sur la preuve numérique. Autre exemple de ce type de travaux, ceux qui sont en lien avec l'Union européenne, notamment sur la rédaction du projet de règlement e-evidence qui vise à encadrer et à permettre la saisie de preuves numériques et l'appréhension de données de ressortissants de l'Union européenne, y compris en dehors des frontières de l'Union. Donc le champ missionnel, vous l'avez compris, est assez large et les défis sont nombreux. Les forces de l'ordre composent ainsi aujourd'hui avec un volume toujours plus important de données à analyser, ce qui fait qu'il faut effectivement que nos enquêteurs aient désormais des compétences assez abouties en termes de data analyst. Les forces composent également avec l'utilisation de plus en plus courante des crypto-monnaies, nécessitant de pouvoir tracer ces actifs sur Internet. Ce sont des éléments qui sont particulièrement investigation essentielle pour lutter contre les trafics divers, pour lutter également contre les ransomware. Idem pour le cloud computing qui pose des questions juridiques prégnantes et donc qui nécessite la mise en place d'outils de coopération, j'en ai parlé à l'instant. Et enfin, et c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, des problématiques qui sont liées également au chiffrement
qui nécessitent la mise en œuvre de technologies de pointe et de modes d'action innovants de la part de nos enquêteurs. Voilà en quelques mots brossés les principales missions du ComCyberGend et les principaux défis d'avenir liés aux technologies numériques nous concernant. Et comment, du coup, vous positionnez-vous sur les enjeux qui ont été abordés, notamment avec Renaud, sur les portes dérobées? Bien, écoutez, déjà, de façon à lever toute ambiguïté sur le débat qui nous anime aujourd'hui, je tiens à préciser que si le chiffrement constitue pour les forces de l'ordre un défi à relever, c'est pour nous permettre de protéger la population et de lutter contre les organisations criminelles qui usent de ces technologies pour dissimuler leur activité. Je pense aux différents trafics, au proxénétisme en bande organisée, prostitution sur Internet, aux atteintes au système de traitement automatisé de données, dont les rançongiciels, et puis il y a bien d'autres activités criminelles. Mais le chiffrement ne constitue pas moins une technologie participant à la confiance numérique, et là je rejoins les propos de Renaud. Et à ce titre, la gendarmerie n'est pas favorable aux propositions visant à affaiblir le chiffrement. Nous considérons que le fait d'introduire nativement des portes dérobées dans un système d'information est évidemment contraire aux règles élémentaires de cybersécurité et est de nature à nuire à la confiance numérique. J'irais même au-delà. Cela revient, de mon point de vue, à lancer ouvertement un défi aux cybercriminels pour exploiter cette vulnérabilité. Nous ne sommes donc pas favorables aux propositions visant à affaiblir le chiffrement. Et c'est pour ça que nous travaillons d'une part sur la collecte et l'analyse des métadonnées. Renaud en parlait, évidemment, c'est très intéressant, c'est une source pertinente d'informations pour les enquêteurs. Et nous travaillons également, d'autre part, pour les cas qui le justifient, donc on est bien dans un cadre d'enquête judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat, sur la mise en œuvre de moyens de déchiffrement avancés et de techniques particulières telles que la captation de données informatiques prévues également par le Code de procédure pénale. Alors de quoi s'agit-il, si je dois l'exprimer en quelques mots? Eh bien, dans le cadre d'une enquête judiciaire, l'exploitation d'un support numérique nécessite parfois de casser un mot de passe. Nous développons donc, dans un cadre européen, des solutions qui permettent d'attaquer directement le chiffrement. C'est une capacité dont nous disposons aujourd'hui. Je précise là aussi sur l'un des points soulevés par Renaud que nous soutenons le délit prévu par le code pénal, c'est l'article, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous le préciserai pour ceux qui le souhaitent, qui dispose que le refus de remettre le code de déverrouillage, notamment d'un téléphone portable, sur réquisition d'un officier de police judiciaire est puni de 3 ans d'emprisonnement et je crois près de 300 000 € d'amende. C'est ce qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions et de ne pas avoir à recourir en permanence à une solution de déchiffrement pour ces mots de passe notamment. Parallèlement, parce que je vous ai parlé de captation de données informatiques, dans des cas qui sont spécifiquement prévus par la loi et lorsque nos actions s'inscrivent dans un cadre visant spécifiquement la criminalité organisée, nous mettons en œuvre des modes d'action visant à contourner des techniques de chiffrement, comme la captation de données informatiques par exemple, qui est prévue par le Code de procédure pénale. Alors, ça consiste en quoi? C'est la mise en place d'un dispositif technique qui a pour objet d'accéder à des données informatiques, évidemment sans le consentement des principaux intéressés. Il s'agit d'un outil qui est relativement complexe, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre, et qui est utilisé dans un cadre d'enquête d'exception. Ainsi, pour résumer un peu mon propos, pour la gendarmerie, l'idée n'est pas d'affaiblir le chiffrement, mais de développer des modes d'action qui permettent de faire face à l'utilisation de cette technologie par les organisations criminelles. C'est loin d'être simple, effectivement, enjeu qui nous nécessite une évolution constante de modes d'action, des actions de recherche et de développement. Et là, pareil, j'y reviendrai peut-être si vous le souhaitez, plutôt au cours des questions, je pense, des recherches de notre part, de partenariats, d'actions en collaboration avec des initiatives privées, avec différents acteurs, y compris à l'international. On conduit beaucoup d'échanges entre experts, entre enquêteurs, avec d'autres partenaires, notamment au niveau européen, de façon à échanger sur ces questions et puis justement nous permettre
Alors, non pas d'avoir un temps d'avance, que ce serait prétentieux, mais de pouvoir composer avec ces nouvelles technologies utilisées aujourd'hui par les organisations criminelles de façon à nous permettre d'agir sur ces questions essentielles. Voilà. Merci. Si j'entends bien, c'est pas tant une question de cadre légal que de modalité d'action. Alors, oui, je ne vois pas trop effectivement votre question. En fait, les éléments, c'est pas tant un cadre légal qui... Alors, on dispose effectivement d'outils juridiques pour agir, oui. Aujourd'hui, la technologie évolue tellement rapidement qu'il s'agit de composer avec de nouveaux défis techniques plus que juridiques, je vous l'accorde bien volontiers. Allô? Vous m'entendez? Il y a une intervention? Est-ce que vous m'entendez déjà tous? Oui. Oui, je vous vois aussi. Est-ce que Raina est en ligne? Oui, je suis là. Super. Donc, j'étais bloquée apparemment. Désolée. Donc, Raina, quel regard portez-vous sur ces enjeux? Comment résoudre cet équilibre entre le besoin d'enquête et la nécessité de protéger les droits des citoyens? Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Et je ne vous remercie pas pour cette question qui est très complexe. Lequel, si j'avais la réponse, on ne débattrait pas. Déjà, ce qui ressort en fait des premières interventions ce matin, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans la situation où on est en train de discuter de est-ce qu'on doit affaiblir ou pas. Et le sujet qui ressort, encore une fois, déplace ce débat qu'on peut avoir depuis plusieurs années et qui le remet en fait au centre, qui est de dire c'est la mise en application technique de comment je collecte de l'information n'est pas l'objectif en soi. C'est l'objectif qu'on a tous et toutes, c'est d'éviter que les délits, les crimes, en fait, puissent continuer, de punir les coupables et de protéger les victimes. Donc là-dessus, je veux dire, je ne vais pas avoir une position absolument délirante dans le sens où, comme Renaud, comme aussi notre collègue de la gendarmerie, je suis contre les backdoors. Voilà. Une fois que ça, on l'a dit, j'aimerais revenir en fait sur les différents modes d'action. Parce qu'on est en train de parler, encore une fois, de comment on pourrait faire pour en gros ménager la chèvre, le chou, le jardin de l'agriculteur, etc. Qui sont comment est-ce qu'on fait pour pas nécessairement prévenir les délits et les crimes. Là, je ne veux pas rentrer dans des débats à la Minority Report, mais comment est-ce qu'on peut en fait appliquer la loi et donc punir les coupables, et tout en protégeant en fait déjà la population générale et les victimes en particulier. Donc on a différentes solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est ne rien faire et continuer comme actuellement. C'est-à-dire avoir régulièrement des bisbilles entre tel État impose l'implémentation de portes dérobées, oui, mais en fait, tel big tech ne souhaite pas donner les clés ou je ne sais quoi, etc., etc. Et donc continuer avec aussi un patchwork législatif et d'exigences légales aussi de pays en pays. Notamment il y a des pays, et je ne parle pas là de la Chine ou de la Russie, je parle plutôt de l'Australie ou du Royaume-Uni, où en fait des accès sans autorisation préalable d'un juge sont possibles
pour les forces de l'ordre. Avec l'Australie allant assez loin et imposant en fait parfois l'implémentation justement de ce qu'on peut appeler des portes dérobées. Donc ce patchwork-là, il est complexe à gérer pour tout le monde parce que les résidents, enfin les citoyens européens et citoyennes européennes peuvent ne pas vivre en fait en Europe, peuvent vivre ailleurs. Et comment en fait on s'assure que leurs droits fondamentaux sont respectés ailleurs, tout en fait en respectant la législation souveraine d'un pays en question, de là où ils résident. Donc le ne rien faire, c'est peut-être le plus simple a priori, mais dans les faits, c'est potentiellement le plus complexe à gérer. Et donc là, on peut imaginer effectivement l'approche qui est de dire on n'a qu'à faire des portes dérobées partout. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est fournir les moyens techniques d'un accès exceptionnel. C'est-à-dire, j'ai introduit une faiblesse généralisée qui permet, en cas de besoin, aux forces de l'ordre en fait, d'ouvrir cette petite porte et d'aller chercher ce qui les intéresse. Le problème avec ça, c'est que en fait, il s'agit si vous voulez, d'affaiblir généralement le chiffrement pour tout le monde, juste pour le chaos. Donc ça, je ne vais pas plus revenir là-dessus. Renaud en a parlé tout à l'heure. Voilà, l'idée n'est pas terrible et elle ne serait par ailleurs pas nécessairement compatible avec le cadre légal et l'économie légale, si on veut, européenne, française, etc. Et il y a une troisième voie qui se dégage, qui est, Renaud a parlé d'auditabilité a posteriori. Les noms, on va dire, diffèrent. Il y a dans cette auditabilité a posteriori un aspect qu'on peut appeler des chiffrements forcés, qui serait en fait la situation où l'utilisateur a les clés de chiffrement et en fait les fournit aux forces de l'ordre dans certains cas. Typiquement, c'est une approche qui semble avoir, on va dire, les faveurs au Canada en termes de politique publique. Parce que l'idée, en fait, est de dire, à partir du moment où l'utilisateur a les clés de chiffrement et qu'il y a un cadre légal dans lequel je lui demande de les fournir, en fait, je ne compromets pas le chiffrement de façon générale, donc je n'affaiblis pas le chiffrement pour tout le monde, mais je ne cible que les personnes dans un cadre légal donné, contre lesquelles potentiellement il y a déjà une preuve pénalement constituée, etc. etc. Je ne discuterai pas ici de est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ce serait déplacé de ma part d'attribuer des bons points, des mauvais points. Techniquement, si ça n'affaiblit pas effectivement le chiffrement de façon générale, ça a d'autres problèmes. C'est que en fait, techniquement, aujourd'hui, on a très peu en fait de situations où les utilisateurs possèdent les clés de chiffrement typiquement messagerie instantanée ou autre. Et en fait, on a très peu de cas aujourd'hui aussi où des évolutions de ce genre-là sont envisagées. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc qu'on appelle le serveur et on peut toujours faire soit, c'est assez souvent la façon dont ça fonctionne, Monsieur Cagnotti l'a rappelé, c'est soit en fait on demande une récupération de données via la fourniture d'un mot de passe, d'un code PIN, etc. Et il y a une fonctionnalité de récupération implémentée dans beaucoup de produits, ce qui fait en fait
que d'un point de vue utilisateur, si on oublie notre mot de passe ou notre code PIN, voilà, on n'est pas enfermé d'heures. On peut en fait solliciter la fonction de récupération. Donc, supprimer, si on veut, cet aspect-là, cette fonctionnalité-là, ça pose des questions d'architecture très différentes. Et après, bien sûr, on a encore une fois l'existence de quelque chose qu'on appelle un serveur, hein, qui en fait garde aussi des copies, garde pas mal de données, et on sait qu'il est extrêmement difficile, même plusieurs années après l'entrée en application du RGPD, de demander aux gens de supprimer des données et à ce qu'ils l'exécutent pour de bon. Donc, les communications chiffrées contrôlées par l'utilisateur, c'est techniquement un sujet autrement plus complexe. Donc, si des politiques publiques appellent de leur vœu dans certains pays le déchiffrement forcé comme une façon de ménager la chèvre, le chou, etc., techniquement, ce n'est pas nécessairement le truc le plus simple à faire aujourd'hui. Et donc après, bien évidemment, si ça se développait, il faudrait que le légal, le réglementaire, le procédural, etc. suivent pour en fait rendre ça possible d'un point de vue judiciaire, investigation, à des buts d'enquête, etc. Sur les sujets métadonnées, c'est effectivement très intéressant. Donc, je veux juste compléter sans pour autant rentrer dans les détails et empiéter sur le terrain, on va dire, d'Étienne Roire, qui parle après moi. En plus de e-evidence, ce qui a, on va dire, complexifié la situation actuelle au niveau européen et donc pour les États membres aussi, c'est les discussions, on va dire, difficiles autour de la suite de la directive e-privacy, qui est le règlement e-privacy, qui était, pour rappel, censé sortir, en fait, entrer en application, ou en tout cas être publié en même temps que le RGPD. Donc, entrée en vigueur du RGPD en 2016, entrée en application en 2018. Et en fait, le règlement e-privacy aujourd'hui est toujours en discussion, est toujours un peu bloqué. Ce qui fait en fait que déjà d'un point de vue RGPD, on a pas mal de problèmes, notamment sur les sujets cookies, mais je ne rentrerai pas dans le détail puisque c'est pas l'endroit. Mais d'un point de vue en fait gestion justement des métadonnées et clarification de certains traitements de données à caractère personnel qui étaient censés être dans e-privacy et qui en tout cas sont dans le projet de règlement, en fait, on est encore un peu en mode on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui a provoqué la création, donc à partir du moment où la discussion sur ce règlement est bloquée, il y a eu, mais que e-evidence avance, il y a eu en fait la création, il y a quelques temps, il y a quelques mois, d'une exception, d'une dérogation, notamment dédiée, on va dire, sur tout le contenu pédopornographique. Et donc, en fait, l'idée est que pendant qu'on attend et pendant que en fait, les négociations sur e-privacy se poursuivent, la dérogation rend obligatoire pour les organisations en fait, qui fournissent des services cloud, etc., de continuer à filtrer le contenu, qu'il soit chiffré ou pas, et pour en fait détecter du contenu pédopornographique.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça n'a c'est pas passé en fait inaperçu et c'est pas passé du tout comme une lettre à la poste. Ce qui en fait a remis encore de nouveau au centre des discussions de comment est-ce que en fait on continue à établir cet équilibre entre on doit avoir de la sécurité via le chiffrement, ce qui est quelque chose qui est posé à de multiples reprises dans différents textes européens, réglementaires, enfin règlements et directives pareil, RGPD, Cyber Act, etc. Euh, et en même temps, comment est-ce que en fait je peux avoir de la sécurité malgré le chiffrement? C'est en tout cas, ces discussions-là sont en cours. Et légalement, c'est actuellement, en tout cas d'un point de vue européen, et encore une fois, là, je parle sous le contrôle d'Étienne Drouard, on ne peut pas, en fait, légalement, affaiblir le chiffrement à l'heure actuelle. Et en fait, là où on a un problème de ce point de vue, si on se remet, on va dire, à comment j'implémente un accès exceptionnel, l'idée de dire, c'est que on va le délaisser, en fait, on va laisser les États membres collaborer et fournir différentes informations. Le problème avec ça, c'est qu'il y a des capacités dans les États membres qui sont extrêmement variables. Il n'y a parfois même pas. Donc, imposer en fait légalement une fourniture d'informations qui passerait uniquement par la coopération entre les États membres serait en fait problématique opérationnellement parlant parce que en fait, il y a beaucoup d'États membres qui n'ont pas ou qui ont des façons de faire qui varient beaucoup. Et techniquement, ce ne serait pas possible non plus de faire les choses simplement parce que ça voudrait dire en fait introduire des portes dérobées et donc aller à l'encontre d'une quantité de dispositions législatives et légales qui existent qui sont contre ça. Donc l'équilibre qu'on cherche aujourd'hui, c'est assez complexe à trouver. Je pense pas qu'on va résoudre la question aujourd'hui, hein, qu'on va y répondre aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir les différentes questions qui se posent et de voir aussi que au niveau européen, cette question-là essaie d'être portée dans des termes assez modernes, on va dire. C'est-à-dire qu'on est sorti du débat, est-ce qu'on met des backdoors ou pas, même si de temps en temps, ce qui peut constituer pour certains une backdoor, on va dire, qui ne dit pas son nom, la question de la mise sous séquestre de clés est évoquée pour en fait indiquer qu'on va déléguer un tiers de confiance les clés. Donc ça a apparu dans les discussions également. On va déléguer un tiers de confiance, la conservation des clés de chiffrement, et on va faire appel à ce tiers de confiance le jour où on a besoin. Qui est le tiers de confiance, comment il est protégé. On a un déport de responsabilité qui se fait là. Et donc, c'est pour ça que je dis aussi que, bon, pour moi aussi, c'est le côté mise sous séquestre de clés chez tiers de confiance. C'est une porte dérobée d'une sorte un peu différente parce que c'est juste je déporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et donc, comment j'assure la sécurité de ce quelqu'un d'autre? Grande question devant l'Éternel. Voilà, donc ça à peu près résume tout ce que je vais à dire pour l'instant. Et après, on verra bien avec les questions. Merci Réna, beaucoup de sujets, beaucoup de questions.
J'ai vu, Romain, que vous aviez posé une question dans le chat. Je propose de la conserver tout à l'heure pour le débat. Je l'adresserai au colonel. Étienne, finalement, il y a une question qui était adressée au travers du propos aussi de Reina. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le cadre permet et est-ce que le cadre légal doit évoluer pour garantir justement cet équilibre entre sécurité et autres droits et libertés fondamentales? Alors, tous les usages du chiffrement ne posent pas évidemment la même nature de problème aux autorités publiques lorsqu'il s'agit d'appréhender des activités criminelles. Mais il en est une qui est une problématique pour tous les pays du monde, si puissant soit-il, c'est le chiffrement de point à point, dans lesquels l'opérateur d'un service dont les flux de communication électronique sont chiffrés de point à point entre deux utilisateurs ne dispose pas des conventions de déchiffrement utilisées par ces deux utilisateurs. Donc, j'opère un service dont je suis aveugle des dispositifs de chiffrement ou de déchiffrement. Ça pose un problème, quelle que soit la puissance étatique. La question est de savoir si on règle ce problème avec un pied de biche et ce serait les backdoors, ou avec un texte et des procédures. Toujours est-il que nous ne sommes pas tout nus. L'édifice français de libération, déclaration, interdiction ou retrait des dispositifs de chiffrement, il est libéralisé en 1996, des décrets en 1999, et il existe. L'importateur dans l'Union européenne ou l'utilisateur européen d'un dispositif de cryptographie qui sert à déchiffrement à des fins de confidentialité doit en faire la déclaration auprès de l'ANSSI, peut se voir interdire de l'utiliser. À l'occasion de sa déclaration, il doit décrire le dispositif et fournir ses codes sources. Et si on lui interdit de l'importer en France, il y a une sanction pénale, une peine de prison possible et une obligation de retrait du marché. La question est de savoir si nous utilisons cette arme ou si nous ne l'utilisons pas à l'égard de prestataires qui se déclarent incapables de déchiffrer les flux de leurs utilisateurs. Et cette problématique de sécurité et de liberté autour du chiffrement pour savoir dans quelles conditions on peut y avoir accès, dans quelles conditions on peut l'interdire, elle est très bien encadrée en droit français, de manière assez complète. Donc, lorsqu'on envisage, et Renaud l'évoquait tout à l'heure, de rendre illégale la non-communication des protocoles de chiffrement, cette interdiction de ne pas communiquer, cette obligation de communiquer les protocoles de déchiffrement existe en droit français. On la trouve dans le Code de la sécurité intérieure depuis 2015, article L871 et suivant. Donc, celui qui ne fournit pas les clés permettant aux services publics d'accomplir leur mission est passible de peine, de prison et d'amende. Tout l'enjeu, c'est la géopolitique de ces questions. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un cadre juridique français, mais de savoir comment il peut être appliqué à l'égard d'opérateurs sur lesquels nous n'avons pas un levier pour faire appliquer la loi française. C'est donc une problématique de conflit de loi qui font que nous avons à faire le choix d'interdire des services ou d'être faibles. Et ce choix d'équilibre qui peut se porter sur des grandes plateformes de communication électronique qui sont utilisées par des millions de personnes, mais qui ont recours au chiffrement de point à point, est un enjeu cornélien. Et pour l'instant, on a parlé de pistes de portes dérobées de réflexion intellectuelle sur on n'a qu'à aller voir les métadonnées de communication électronique parce que ça renseigne déjà beaucoup sur l'établissement de communication entre les acteurs et on devrait, il y a qu'à Faucon, être plus puissant dans l'analyse de ces métadonnées dans l'Union européenne, puisque par exemple les États-Unis sont très puissants dans l'analyse de ces métadonnées. Oui, mais ça, c'est tout à fait important, il n'y a aucun doute, de pouvoir corréler des relations entre des acteurs sans avoir forcément accédé au contenu de leurs émissions chiffrées. C'est très, très important, bien sûr, de savoir qui parle avec qui avant de savoir ce qu'ils se disent. Néanmoins, c'est pas là l'enjeu, la barrière et le mur de ce chiffrement en particulier de point à point. Autre élément que nous avons dans le droit français, non seulement imposer la fourniture de clés des clés de chiffrement qui sont utilisées sur le territoire national ou importées dans l'Union européenne. Nous avons également un dispositif qui s'applique aux opérateurs de services de communication électronique, aux fournisseurs d'accès aux hébergeurs,
qui leur enjoint de fournir toutes les informations dont ils disposent. Ils ne peuvent refuser de fournir des correspondances lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils n'ont pas les moyens de les déchiffrer. On a donc déjà prévu dans la loi l'impossibilité pour un opérateur économique de déchiffrer les services dont il est le transporteur, dont il est le fournisseur auprès du public, lorsque ça lui est effectivement impossible. Et on rebute sur quoi? L'hypothèse du chiffrement de point à point, où le fournisseur d'un service de correspondance privée ou chiffrée qui ne dispose pas des clés de déchiffrement n'a évidemment pas la possibilité de les fournir. Et ça, ce n'est pas un problème pour la France, c'est un problème pour tous les États. Lorsque vous évoquiez, Raina, tout à l'heure, l'Australie, qui prévoit dans la loi qu'il faut fournir des backdoors, en fait, l'Australie ne fait que recopier notre bonne vieille loi de 1996, qui ne consiste pas à fournir des backdoors, qui consiste à fournir des clés de déchiffrement permettant à un État de ne pas être aveugle aux activités qui peuvent être criminelles et qui, dans les cadres prévus par la loi, permettent de demander des clés de déchiffrement à un opérateur. C'est vrai que l'Australie est néanmoins allée un peu plus loin, en indiquant que lorsque l'opérateur était incapable d'en fournir, eh bien l'État devait se donner les moyens de pallier cette incapacité. Et c'est là que ça soulève la question. Alors peut-être que le débat n'aurait pas eu lieu aujourd'hui si notre ministre de l'Intérieur n'avait pas fait une déclaration contre laquelle sont tous ses services. On se demande qui lui a mis dans la bouche cette idée qu'on allait en France peut-être réfléchir à l'instauration de backdoor. Et ça, c'était en avril 2021. C'est regrettable parce que je pense que ça a beaucoup desservi la cause et la lisibilité de la position française. Et si on n'avait pas eu cette déclaration du ministre de l'Intérieur, on serait tout simplement en train de faire le travail qu'il faut faire au niveau européen sur la coopération interatlantique. Néanmoins, ça révèle quoi? Ça révèle l'aveu de faiblesse que peuvent avoir les États sur cette problématique de chiffrement de point à point. Et de ce point de vue, les démocraties sont soit en train de faire la preuve de leur faiblesse, parce qu'elles n'arrivent pas à régler ce sujet par un dispositif législatif, réglementaire, et peuvent être tentées d'aller épouser ce discours sur créant des backdoors avec toutes les dérives qu'on a évoquées que ça pourrait entraîner. Mais il y a plusieurs dérives qui ont déjà été mises sur la table et pensées dès 1996, quand on a libéré le régime de la cryptographie en France. À l'époque, le premier DCSSI, l'ancêtre de l'ANSSI, était déjà en train de dire qu'en libéralisant l'usage des moyens de cryptographie, c'était l'objet de la réforme, les États s'étaient affaiblis parce qu'on indiquait que si tous les moyens de cryptographie étaient utilisables, notamment de point à point, il ne resterait que des backdoors pour pouvoir permettre à l'État de continuer de faire ses missions. Ça date pas de 2021, ça date de 1987. Les techniques ont évolué et la géopolitique de la sécurité ou de la cybercriminalité a évidemment complètement changé. Mais cette appropriation par l'État du pouvoir d'ouvrir une correspondance chiffrée ou pas, se pose dès le début quand on commence à réformer la réglementation sur la cryptographie. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que si on laisse un marché des vulnérabilités informatiques se développer, on crée une économie qui est accessible aux plus offrants, non pas à ceux qui ont raison. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir les moyens ou financiers ou géopolitiques d'attirer les offres de vulnérabilité vers nous pour les utiliser de manière vertueuse au service de l'État et de la protection de nos concitoyens. Ce serait une manière également de blanchir, si on finançait les vulnérabilités informatiques pour pouvoir se les approprier dans des objectifs de renseignement ou d'enquête judiciaire, donc de police administrative ou de police judiciaire. C'est une manière de blanchir ce qui est aussi un délit en droit français. Aujourd'hui, quand vous détenez une information sur une vulnérabilité informatique, si vous ne la révélez pas, ce moyen de pénétrer un système d'information, si vous ne le révélez pas, vous commettez une infraction pénale. Sauf si vous avez une raison légitime de le détenir. Et c'est quoi une raison légitime de le détenir? C'est une raison qui est prévue par la loi. Donc le verrou législatif qui nous coince aujourd'hui, savoir si on s'autorise, dans des cas encadrés par la loi, à acheter, intervenir sur le marché de la vulnérabilité informatique. Et dans ce cas, c'est une question qui est et éthique et juridique. Est-ce qu'on veut financer ce marché qui, évidemment, nous échappera? Est-ce qu'on veut le développer et le financer dans des conditions qui nous échapperont et dans des conditions qui seront difficiles à expliquer
pour tous les enjeux de sécurité qui ont été évoqués. Le marché des backdoors est un marché de la vulnérabilité informatique dont nous dépendrons tous, à laquelle nous serons tous exposés. Donc même quand temporairement on peut s'approprier un avantage en ayant la connaissance d'une vulnérabilité pour pénétrer dans les systèmes, il peut y avoir plus riche, plus intelligent, plus puissant que nous, et on n'est pas sûr de réussir cette lutte, qui n'est plus celle de l'état de droit, mais qui est celle de l'état de puissance. Est-ce que je suis fort pour absorber ce marché et le contrôler, ou est-ce que je suis un des acteurs économiques de ce marché de la vulnérabilité informatique? Dernière chose, on a dans notre cadre juridique, depuis 1988, avec la loi dite Godefrein, une sanction de la pénétration frauduleuse dans un système d'information. Et si effectivement on voulait s'autoriser ce type d'usage de vulnérabilité informatique, il faudrait aller chercher quand même l'article 323.2 ou 3 du code pénal qui nous disent que le fait de détenir un moyen de transformer une information dans un système d'information, par exemple la déchiffrer à l'insu de l'opérateur qui opère le système d'information, est une infraction pénale. Et malheureusement, il n'y a pas le mot frauduleusement sur le fait de détenir cette vulnérabilité, frauduleusement ou non frauduleusement. Donc si c'était licite, on pourrait mettre à l'abri d'un risque de responsabilité les services de l'État, parce qu'ils auraient cette possibilité d'utiliser des vulnérabilités informatiques. Sauf que, licite ou illicite, le fait de détenir un moyen de pénétrer un système d'information est en soi une infraction pénale. Donc, si on voulait avancer sur ce sujet et qu'on était seul au monde, il faudrait faire quelques retouches législatives. Et par ailleurs, comme je le disais au début, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de forcer la fourniture de clés de déchiffrement. Ce que vous évoquiez, mon colonel, tout à l'heure, sur le fait de forcer quelqu'un à fournir son mot de passe est un dérivé de dispositions qui s'appliquent par ailleurs aux opérateurs télécoms pour les forcer à fournir aux opérateurs de services de communication électronique à fournir un système de déchiffrement. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent soit démontrer que c'est absolument impossible pour eux, et là on s'arrête là, ou qu'ils sont de mauvaise foi et on peut engager leur responsabilité. Mais je crois qu'on peut avoir un regard technique, sociétal et juridique sur le sujet pour se dire que l'aveu de faiblesse face auquel on doit réagir sur le chiffrement point à point n'est pas français, n'est pas l'apanage des démocraties, mais c'est l'apanage des démocraties que de le régler. Et pour l'instant, on voit que les modes de règlement ne passent pas forcément par des voies très assumées. Lorsque les États-Unis suggèrent à leurs alliés des Five Eyes de s'adresser désormais clairement à ce sujet du chiffrement point à point, ils cherchent en fait le prétexte d'un accord international sur le sujet pour pouvoir négocier plus facilement avec l'opinion publique américaine le fait d'introduire des backdoors dans les systèmes d'information. Ils ont plutôt un problème de majorité politique, d'acceptabilité sociale, qui passe mieux si c'est le fruit d'un traité ou d'un accord international que si c'était un débat qui serait tranché par la Cour suprême au regard de la Constitution américaine. Donc, il y a une espèce de méthode qui ne s'assume pas bien, alors qu'on voit bien tous les désavantages qu'il y a à envisager l'introduction de backdoor dans le système d'information. Face à ça, on est à peu près tous égaux dans la question des solutions, mais on pourrait quand même aujourd'hui utiliser les fiches dont on dispose tout simplement. Imposer que des clés de déchiffrement soient fournies sur le territoire français à des acteurs qui empêchent d'accéder aux services d'enquête, ça devrait s'assumer, c'est écrit dans la loi, c'est assorti de sanctions pénales. Et la question est de savoir si on s'adresse à des services commerciaux qui se contentent de se plaindre qu'on applique la loi française, et si, de toute façon, ça n'aurait pas un effet à peu près inefficace, si vous dire, qui consiste à, certes, vouloir ouvrir des communications qui vont être sur Signal, qui vont être sur WhatsApp, qui vont être sur d'autres plateformes, alors qu'évidemment, les vrais grands méchants n'utilisent pas ces plateformes, montrent leur propre système d'information avec un chiffrement de point à point, et c'est pas, on n'ira pas faire mal à leur portefeuille, parce que ce sont des organisations criminelles qui sont dédiées au crime. Donc on peut imaginer que ça pourra servir le juge judiciaire dans des affaires qui peuvent être de pédopornographie, dans les affaires de fraude, d'escroquerie, ce genre de choses. Mais on ira difficilement attaquer des organisations terroristes dans des fonctions de renseignement et de police administrative.
qui, elles, n'utilisent pas forcément, enfin, ne se contentent plus évidemment d'utiliser des services dans lesquels il y a un débat entre priver les utilisateurs d'un moyen de correspondance et porter atteinte au chiffre d'affaires d'une entreprise parce qu'on a appliqué tout simplement la loi en exigeant des conventions de chiffre. Avec ça, on n'est pas arrivé à des solutions. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes assez timorés dans l'emploi de l'édifice juridique que nous avons pour mettre en œuvre les obligations qui existent en droit français, d'exiger des clés de déchiffrement des opérateurs de services, éventuellement de les menacer, d'interdire l'importation et l'utilisation de ces clés de déchiffrement, parce que on est dans une géopolitique sur laquelle ces acteurs, nous n'avons pas à leur égard de levier suffisant pour faire appliquer la loi française très sérieusement. Quel serait ce levier? Une interdiction, une fermeture? On irait demander à tous les fournisseurs d'accès de filtrer WhatsApp pour qu'il ne soit plus accessible depuis le territoire français. On n'a pas choisi d'avoir cette caricaturale stupidité, si j'ose dire. Alors quoi d'autre? Le levier de la territorialité des infrastructures, qui peut être un levier de menace, c'est-à-dire, si vraiment tu ne m'obéis pas, j'ai sur le territoire un moyen qui me permet de trouver ton service. Et en tapant au portefeuille et sur le chiffre d'affaires, j'obtiens bien plus que par la menace d'une sanction pénale avec laquelle il faut traverser l'Atlantique à la nage pour aller faire respecter une décision de justice française hors de notre territoire national, de levier. Donc le levier territorial, dans plein de sujets, est évoqué dans plein d'États. Et on peut, et je terminerai là-dessus, regarder quelles sont les stratégies d'extraterritorialité du cadre juridique de chacun des États. La Chine, c'est quand on va sur son territoire parce qu'il est tellement vaste, tellement important que dès lors qu'on, avec la nouvelle loi chinoise qui entre en vigueur juste lundi, dès lors qu'on touche à des données d'un ressortissant chinois, on a une activité sur la Chine, il faut s'imposer, pour pouvoir avoir cette activité, de localiser des éléments de système d'information sur le territoire chinois. Les États-Unis ont la stratégie de l'exportation parce que leurs acteurs mondiaux fournissent leurs services dans le monde entier. C'est la loi américaine qui s'exporte sur tous les territoires. Elle n'a pas besoin d'importer des données sur son territoire. C'est à travers ses ressortissants et ses acteurs économiques qu'elle s'exporte. C'est-à-dire qu'elle a un effet extraterritorial d'accès à des données qui comptent de leurs ressortissants sur des services partout dans le monde. Et nous, dans l'Union européenne, on n'est pas dans un droit qui veut importer la donnée et les systèmes d'information sur place pour nous les contrôler. On n'est pas dans un droit qui exporte à travers sa loi une prise sur ses ressortissants économiques partout dans le monde où ils peuvent se trouver. On est entre les deux, n'ayant pas choisi quelle est la perception territoriale que nous avons de notre puissance. À mon sens, c'est là que se joue vraiment le conflit géopolitique, plutôt que de savoir si on a simplement des lois dont on ne se sert pas dans l'Union européenne. C'est là que se trouveraient beaucoup de solutions à nos questionnements. Merci Étienne. Peut-être, alors il y a un certain nombre de réactions et de questions. Avant de relayer les questions et les remarques du chat, est-ce que dans le tour de table, Renaud, Thierry ou Reina, vous souhaitez aussi réagir aux différents propos? Alors oui, peut-être sur deux aspects qui ont été évoqués. Déjà le premier point sur la proposition canadienne d'avoir des clés de chiffrement. Alors je partage beaucoup l'avis d'Étienne sur le sujet. Moi je m'occupe, je travaille sur la criminalité organisée. Il est bien évident qu'à ce niveau-là, il ne faut pas être naïf. Pour illustrer mon point de vue, je vais vous faire référence à une enquête dont vous avez eu écho dans la presse sur une solution de communication chiffrée en ProChat, utilisée par un certain nombre d'organisations criminelles pour communiquer. Le cadre d'enquête en lien avec l'autorité judiciaire nous a permis d'être particulièrement offensif sur ce dossier, avec des résultats qui permettent de mesurer le niveau des enjeux auxquels on est confronté. Je crois qu'on a eu plus de 7000 interpellations à travers le monde. On parle de 97 tonnes de cocaïne saisie. Bref, c'est du sérieux. Si on avait dû demander la clé de déchiffrement à l'entité EncroChat, je pense que nous serions toujours dans l'attente de la réponse, très clairement. Donc voilà, il y a des solutions qui peuvent marcher avec des acteurs qui sont connus, d'autres, bien évidemment, beaucoup moins. Deuxième sujet, j'avais noté effectivement dans les propos de Renaud
que voilà, le renseignement humain pouvait être intéressant. Alors oui, évidemment, là on parle du technique. Néanmoins, comptez sur nous pour mettre tout en œuvre pour protéger les populations. Et évidemment, nous recherchons le renseignement par des modes d'action autres que techniques, y compris le renseignement humain et puis bien d'autres aspects. Dans une enquête judiciaire, il n'y a jamais un seul élément de preuve, mais des éléments de preuve, un faisceau d'éléments qui nous permet effectivement d'approcher la vérité. Là encore, ne soyons pas naïfs non plus, il ne suffit pas de descendre dans la rue pour pouvoir avoir des renseignements et résoudre des enquêtes criminelles, sinon on n'aurait plus d'emploi finalement. Les choses sont très claires, il y a encore beaucoup de travail et je pense effectivement qu'il faut aussi être pragmatique pour se dire oui, on peut apporter des solutions, peut-être qu'elles soient applicables et sur en tout cas les sujets que je traite moi quotidiennement, elles ne le sont pas toujours. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le tour de table? Raina, vous souhaitez intervenir? Non? Pas spécialement. J'étais en train de réfléchir au sujet de vulnérabilité, mais c'est la réaction que je pourrais avoir à ça. Elle est pas directement sur le sujet et elle est un peu tarte à la crème, on va dire. En fait, le sujet de gestion de vulnérabilité est un vrai sujet qui se décline évidemment par l'encadrement finalement de marché gris, hein, on va dire, de vulnérabilité, ce qui est un sujet extrêmement complexe et sensible. Voilà. Et après, là où je vous dis que je peux avoir une réflexion un peu tarte à la crème, c'est de dire, entendons-nous bien que ce qui donne la valeur à une vulnérabilité, c'est la durée pendant laquelle elle n'est pas corrigée. Or, aujourd'hui, ce que je vois, en tout cas dans les discussions autour de certification européenne, etc., ce n'est pas on va dire, un rush enthousiaste vers l'obligation de correction. On parle beaucoup il faut identifier, ce serait quand même bien de faire des audits, etc. Je suis d'accord, il faut en faire parce qu'il faut éprouver et connaître sa posture de sécurité. Ça, c'est la base de la base. Mais une fois que j'ai identifié, je fais quoi? Je note que, OK, je m'en occuperai dans l'année qui vient peut-être, si tout va bien, si le soleil brille, etc. Et donc, on a en fait ces problématiques-là qui sont des problématiques extrêmement opérationnelles. Et c'est pour ça que je dis, c'est un peu remarque tarte à la crème, parce qu'à part dire aux gens que, bah ouais, faut patcher, en fait, c'est très difficile d'aller au-delà de ça, parce que l'étape suivante dans cette discussion est de dire, en fait, il existe déjà des doctrines en tout cas, notamment aux États-Unis, ça a été partiellement déclassifié en 2017. C'est quelque chose qui est connu sous le sigle de VEP, donc Vulnerability Equities Policies, qui est en fait un cadre très particulier qui concerne la possession, on ne dit pas comment, mais la possession de vulnérabilité, on va dire, je ne veux pas dire 0D parce que pour beaucoup de gens, en fait, 0D veut dire des trucs et ça veut dire autre chose, mais la possession de vulnérabilité permettant une exploitation assez avancée de la part de notamment agences de renseignement. Et donc, il y a une doctrine partielle qui indique que les agences de renseignement peuvent évaluer au cas par cas la communication à faire de leur possession de certaines vulnérabilités. Voilà, là, je viens de mettre les pieds un peu dans le plat sur ces sujets-là parce que, en fait, cette discussion, si elle existe en Europe ou en France, ne fait absolument pas de bruit.
Et là, parce que en fait, c'est une situation qui est extrêmement complexe, parce que là, on est plutôt dans le monde du renseignement et non pas dans le monde du judiciaire ou gendarmerie. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit réaction tarte à la crème, parce que ouais, faut patcher, parce que la logique veut que plus vite on corrige une vulnérabilité, moins la fenêtre de son exploitation est grande, et donc moindre est sa valeur pour tout acteur mal intentionné. Sauf que dans la vraie vie des vrais gens, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, c'est difficile à faire. De là à arriver à contraindre par le biais réglementaire ou autre les organisations à appliquer des correctifs, c'est une autre paire de manches. Et de là encore à passer au-dessus et à dire que les États doivent faire preuve de transparence et de redevabilité quant à ce que leurs agences de renseignement ont en leur possession en termes de vulnérabilité importante, c'est encore un autre niveau de complexité d'inconfort, on va le dire comme ça. Merci, Anna. Renaud, est-ce que vous voulez réagir avant que je relaie les questions et les remarques du chat? Non, pas spécialement. L'essentiel a été dit. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'avais une première question de l'AEF Info, de Romain Ayard, qui s'adressait au colonel. Quelles techniques sont utilisées par la gendarmerie pour décrypter les données? Est-il possible d'avoir des détails techniques? Alors, je suis un enquêteur, un opérationnel, pas malheureusement un expert technique. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on on a développé le projet Cerberus avec nos homologues européens. Cerberus, si vous tapez sur Internet, vous allez avoir effectivement l'origine du projet et puis les principales activités menées dans le cadre de ce projet qui vous permettront sans doute d'avoir des réponses. Malheureusement, vraiment, j'en suis sincèrement désolé, je ne pourrais pas être plus précis que cette assertion, parce que je ne suis pas technicien et je pense que je vous raconterais des bêtises si j'allais au-delà. Voilà. Ce qu'on peut dire également, c'est que, alors certes, voilà, pour être aussi un peu pragmatique dans le cadre de l'enquête, quand on vous dit effectivement qu'on a des capacités de casser des mots de passe, alors c'est intéressant d'avoir déjà des dispositions juridiques qui nous permettent de sanctionner ce type de comportement, parce que quand on est sur une perquisition, qu'on saisit un téléphone portable, qu'il y a effectivement un mot de passe pour pouvoir y rentrer, si je dois aller casser le mot de passe, c'est souvent dans des temps qui ne sont pas compatibles avec le temps de la garde à vue. Donc l'idée effectivement est d'être offensif. Après, il y a de deuxième option, c'est je trouve un téléphone portable qui n'appartient à personne ou sur une scène de crime tout simplement, et je ne peux pas demander à qui que ce soit le mot de passe en question. Là, effectivement, c'est à cette occasion-là qu'on utilise cette plateforme de déchiffrement de façon à pouvoir attaquer en direct ce mot de passe. Voilà pour vous donner quelques clés, mais plutôt opérationnelles et de l'enquête. Pas nécessairement au niveau technique, j'en suis navré, mais je vous invite effectivement à regarder déjà les publications qu'il peut y avoir sur le projet Cerberus sur Internet. Merci aussi. Alors, il y avait une autre remarque, alors deux autres remarques qui faisaient écho à l'intervention d'Étienne. La première fait aussi écho d'ailleurs à une actualité qui m'a été partagée cette semaine sur la lanceuse d'alerte Francis Hogan, qui, dans le cadre de ses auditions sur son ancien employeur, qui est la plateforme Facebook, évoquait aussi le caractère de déresponsabilisation que pouvait avoir le chiffrement vis-à-vis de la plateforme qui devenait inconforme. Et je pense qu'Étienne avait commencé à y répondre un peu dans son propos, mais si d'autres personnes ou Étienne veulent réagir à cette remarque. C'est un vrai enjeu, pardon, je prends l'initiative. C'est un vrai enjeu de responsabilité de dire, vous savez, moi je le vends, mais je ne sais plus comment ça marche. Parce que ça pose la question d'autres régimes de responsabilité qui ont
qui sont nés dans la communauté juridique parce que la communauté technologique était un peu démunie. Quelle est la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'un système d'information dont on peut expliquer le mode de fonctionnement? La responsabilité des robots, faut-il leur donner une personne morale? Ce serait bien pratique, comme ça, la personne morale robot pourrait souscrire une assurance et puis on se défrait de la responsabilité consistant à ne pas pouvoir la contrôler. Et ben, c'est un peu le même genre de raisonnement qu'on peut voir aujourd'hui sur l'algorithme en général et une partie d'entre eux, les algorithmes de chiffrement. On pourrait estimer qu'un juge qui n'y connaît rien considérait que si on ne maîtrise pas ce qu'on vend ou ce qu'on fournit, c'est qu'on est responsable de ne pas le maîtriser. Ça serait une vision un peu basique, mais ça marche bien à chaque fois qu'on n'a pas su traiter un régime de responsabilité. Le fait de ne pas avoir le contrôle d'une chose ne veut pas dire qu'on n'en est pas responsable. Surtout que son existence passe par un tuyau dont vous êtes le robinet final. Et aujourd'hui, il y a, c'est vrai, un marché de la sécurité pour qu'elle soit solide et plutôt un marché noir de l'insécurité et de la vulnérabilité. Ce n'est pas aujourd'hui les mêmes acteurs qui investissent sur le déchiffrement. Comment dire, la population des personnes bien intentionnées qui agissent sur le secteur économique du déchiffrement est assez faible. Merci Étienne. Alors, une remarque, question de Valérie Chavannes. Nous parlons souvent des États-Unis, incontournables à toute activité numérique, mais le renseignement et ses nécessaires intrusions existent en France et dans tous les États européens. Pourquoi ne pas avoir peur de nos voisins européens? On n'a tellement pas confiance les uns dans les autres qu'il n'y a pas d'intégration européenne du renseignement aujourd'hui. Comme tous États, nous partageons des intérêts et pas des amitiés. On a des objectifs communs et c'est ce qui constitue et construit l'Union européenne. C'est pas pour ça qu'on a des intérêts qui sont toujours communs. Ça dépend des terrains. Et sur le renseignement, aucun État n'est assez fou pour se dire qu'il va confier dans une matrice de répartition de rôle et de responsabilité tel et tel pan de son renseignement à un autre. Ce serait même, je pense, contraire au principe de souveraineté. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une brique de la construction européenne. Le règlement évidence dont on parle, c'est le domaine judiciaire. Vraiment, le domaine ultra-régalien de la sécurité nationale ou du renseignement reste l'apanage de chaque État. Ça n'empêche pas d'avoir des coopérations, évidemment. Mais aujourd'hui, on n'a pas des répartitions. Il n'y a pas de fédéralisme du renseignement. Merci. Alors, une dernière question, parce que je n'avais pas vu passer l'heure. Une question de Jean-Christophe Le Toquin concernant l'usage de moyens offensifs, donc les vulnérabilités, par les autorités judiciaires comme dans l'affaire Encrochat. Est-ce qu'il n'y a pas là l'opportunité d'un débat public sur les conditions d'usage de ces moyens? Pour information, l'Alliance Encryption Europe, alliance de PME du chiffrement, est plutôt favorable à l'utilisation de moyens offensifs par les autorités judiciaires, pour autant que cet usage soit encadré. Qui veut réagir? Il y a tout un cadre juridique de l'infiltration qui peut être transposé à l'infiltration numérique sans avoir à bouger un mot dans la loi. Ouais, j'ajouterais également qu'on est vraiment sur des cas d'enquête qui sont très exceptionnels. Hein. C'est à l'origine ça par les articles 706-73 du Code de procédure pénale et suivants. Pour être précis, on vise la criminalité organisée. Quand on mène ce type d'action, c'est quand même déjà dans un cadre juridique bien particulier, avec des autorisations de magistrats qui sont évidemment nécessaires. C'est le premier point. Le deuxième point, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, ce sont quand même des outils complexes déjà dans leur conception. Et là aussi, la conception, c'est abordé par les services de l'État d'une manière très réglementée également. Un seul service est en capacité de concevoir ce type d'outils. Et puis, il s'agit après d'envisager sa mise en œuvre. Là encore, vous imaginez bien, là on est sur des actes d'enquête et des actions opérationnelles qui sont très encadrés et aussi très complexes. Voilà, aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi. Il n'y a pas de Big Brother qui font partie des forces de l'ordre. Les choses sont très claires. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Merci. Alors, j'avais une dernière question. C'est à la suite
du projet Pegasus, des experts de l'ONU ont récemment demandé un moratoire international sur la vente des technologies de surveillance en attendant de fixer un cadre réglementaire garantissant les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais une phrase, c'est que le bruit qu'a fait cette affaire est proportionné à l'inaction qui s'en suivra. Merci pour cette note positive. On arrive à la fin de ce débat. J'avais encore beaucoup de questions, mais ça sera pour le prochain débat. J'avais demandé à chacun des intervenants de peut-être préparer un message clé ou un élément clé, une recommandation clé à retenir dans ce tour de table. Donc, je vais vous laisser la parole pour la conclusion. Donc, Renaud, s'il y a une chose à retenir de cet échange. Je pense qu'il faut pas que les technologies qui permettent la liberté se retournent contre nous et au final deviennent privatives de liberté. Je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Colonel? Écoutez, pour ma part, moi, je dirais que, vous l'avez compris, l'idée de la gendarmerie n'est pas d'affaiblir le chiffrement, mais de développer des modes d'action qui permettent de faire face à l'utilisation de ces technologies par les organisations criminelles. Aussi, en résumé, les travaux conduits par le ComCyberGend, en partenariat avec de nombreux acteurs, publics comme privés. Et naturellement, vos idées, vos projets sont les bienvenus pour alimenter notre réflexion et envisager de nouveaux partenariats dans un esprit de coproduction de sécurité. Merci. Raina? En très bref, c'est quand une bonne communication a lieu, de bonnes choses suivent. Donc, moi, encore une fois, c'est ce que si j'ai dit au début, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de dépasser les situations où on s'arc-boute chacune sur une posture et poursuivre ce genre d'échange et cette collaboration-là qui commence, comme le colonel vient de le rappeler, mais aussi on l'a déjà vu par ailleurs, à l'actualité, etc. Et en fait, surtout de continuer à porter aussi une voix, on va dire, respectueuse des valeurs démocratiques au niveau européen et international, parce que les initiatives qui effectivement peuvent très bien se transformer en privatrices de liberté, elles existent, beaucoup de gens récidivent avec ce genre d'initiative, et ceci aussi chez certains de nos partenaires internationaux tels que les États-Unis. Donc voilà, il est important de continuer à échanger, de continuer à communiquer, de continuer en fait à proposer une vision autre, parce que cet équilibre-là, en fait, on ne va pas le construire tout seul dans notre coin. Voilà. Merci. Étienne? Je trouve que ce débat est sur un sujet moderne, complexe, très technique, exactement le débat sécurité-liberté vis-à-vis de l'introduction de n'importe quelle problématique technologique qu'on a depuis toujours, mais plus le temps passe, plus c'est complexe, plus c'est géopolitique, moins on abîme par la démagogie des affrontements stériles qu'il y avait avant. Je trouve que c'est très constructif et intellectuellement, on avance beaucoup plus vite dans cette compréhension collective des enjeux. C'est en fait l'illustration probablement de la faiblesse qu'ont les États et de la faiblesse qu'ont les démocraties à arbitrer ces sujets. Et quand on est faible, on devient intelligent. Merci, colonel. Je disais merci à tous, ce sera le mot de la fin. La vidéo sera accessible dans les prochains jours, donc il ne sera pas possible de la relayer ou de la revisionner. Et on effectuera également une synthèse qui sera partagée entre tous. Donc encore un chaleureux merci à la fois aux 4 intervenants et à l'ensemble des participants. Et au plaisir du prochain débat. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.